Opposé. Oh. Repos. Posez le drapeau. Les élèves de la classe défense du collège Côte-Vermeille de Port-Vendre vont lire 3 textes qui seront accompagnés de la lecture des noms de militaires disparus et morts pour la France. À la mémoire des militaires français portés disparus en Algérie. De 1954 à 1962, près d'1 millier de militaires français ont été portés disparus en Algérie. Quelques-uns sont revenus après une captivité difficile, les autres sont morts. Leurs corps ont parfois été retrouvés et rendus à leurs familles. Mais 652 militaires ne sont jamais revenus, ni morts ni vivants, et leur corps n'a jamais été retrouvé. Cet espace leur est dédié afin que leurs familles et leurs amis puissent venir se recueillir. Ce monument est aussi la reconnaissance de la nation pour leur sacrifice, qu'ils reposent en paix et demeurent dans nos mémoires. Sergent Abdelkader Abad, 6e bataillon de tirailleurs algériens. 2e classe, Reski Abd El Ouad, 5e régiment d'infanterie. Sous-lieutenant Pierre Barbe, 435e régiment d'artillerie antiaérienne. Maréchal des logis-chefs Guy Barbier, établissement régional du matériel d'Alger. Caporal-chef Paul Bonhomme, 27e bataillon de chasseurs alpins. Capitaine Raymond Bouchemal, service des affaires algériennes. 2e classe, Marcel Chevreuil, 50e régiment d'artillerie. 1re classe, Michel Clabot, compagnie nomade d'Algérie. Maréchal des logis Saïd Djellab, 67e régiment d'artillerie. Sergent René Dorin, 1er régiment d'infanterie coloniale. Caporal-chef Claude Grivel, compagnie nomade d'Algérie. Caporal-chef Kalfouni Gefifa, 19e bataillon de tirailleurs algériens. C'était le 1er avril 1961. On est en opération avec le 8e régiment d'infanterie. On reçoit un appel au secours d'un sous-lieutenant. Il y a un mort, mais surtout un blessé grave, qu'il faut évacuer de toute urgence. On ne peut pas contourner la forêt car cela aurait demandé 1h30, mais il faut traverser directement dans une zone où on peut se faire attaquer. Avec le lieutenant Toubib, on prend un engin blindé, avec le chauffeur et le mitrailleur. J'ai un gilet pare-balles et une grenade dans chaque main. On arrive pas loin des blessés, mais on finit le chemin à pied avec un brancard. On arrive dans la clairière où il avait placé le soldat mort et le soldat blessé qui, pour protéger ses camarades, avait mis le pied sur une grenade et avait eu une partie de sa jambe arrachée. Alors que le lieutenant commence à l'examiner, on nous tire dessus et on se jette à terre. J'étais allongée à côté du mort. Il avait pris une balle qui lui avait éclaté la tête. Je n'avais pas peur de mourir, mais d'être aussi vilain que lui. C'était ahurissant de penser plus à cela qu'à ma propre mort. Le tir s'arrête, on se relève avec le lieutenant. On ramène les blessés jusqu'au camp et là, j'ai craqué. Ça a été la plus grande trouille de ma vie après coup. Les copains m'ont saoulé au cognac parce que je n'en pouvais plus. Il y en a un qui a lavé mes bottes et mon treillis plein de sang. Ça encore, je ne pouvais pas en parler pendant très longtemps. Je notais tout sur un carnet. Je l'ai recopié et après j'ai détruit ce carnet. Car rien de voir ce carnet, je replongeais en arrière. Témoignage de M. Jean-Louis Cerceau, recueilli par les archives départementales d'Indre-et-Loire. Aspirant, Serge Adenau, 10e groupe d'escadron de Spahis algérien. Maréchal des logis, Rachid Adouani, 6e régiment de cuirassiers. Légionnaire, Nello Bardini, 2e régiment étranger d'infanterie. 1re classe, Mosba Belaïd, 93e régiment d'artillerie de montagne. 2e classe, Ivo Cardu, 65e régiment d'artillerie. 1re classe, Michel Castera, 8e régiment de Spahis algérien. Sergent Mohamed Dalloz, compagnie nomade d'Algérie. 2e classe, Maurice Darmézin, 14e régiment des chasseurs parachutistes. Sergent Francis Fauché, 9e régiment d'infanterie de marine. 1re classe, Simeon Fined,
15e régiment des tirailleurs sénégalais. Lieutenant Pierre Guichen, 6e régiment des tirailleurs. Médecin-lieutenant Claude Guillemot, service de santé des troupes de marine. Je me suis porté volontaire et obtint le commandement de la 2e compagnie du bataillon d'intervention de fusiliers marins, que je rejoins en Grande Kabylie en août. Mon aventure indo-chinoise, là encore, m'a fait réfléchir à comment faire une guerre propre. En Algérie, je voulais aller encore plus loin et y faire adhérer mes hommes. Repartis en opération, nous vivions une magnifique aventure, mais physiquement assez dure. Peu importe, incorporés dans la 10e division parachutiste, nous étions au contact des meilleures unités de l'armée française. Le régiment étranger de parachutistes, le régiment étranger d'infanterie, le régiment de chasseurs parachutistes, le régiment parachutiste d'infanterie de marine, tous rentrés 4 ans auparavant d'Indochine, avec dans leur rang d'anciens prisonniers de Dien Bien Phu. Il y avait entre nous ce lien sacré de fraternité d'armes qu'avait tissé cette Indochine. Nous étions admiratifs et pleins de respect pour ces seigneurs de guerre, et mon ambition était de hisser ma compagnie au plus près des leurs. Nous étions en nomadisation permanente, nuit et jour, dévalant les djebels jusqu'au fond des oueds, d'où il fallait bien ressortir à un moment ou à un autre. En plein été, en pleine chaleur, c'était souvent une réelle épreuve devant laquelle il était hors de question de flancher. Là, plus qu'ailleurs, il fallait donner l'exemple, tirer ces hommes qui n'en pouvaient plus, et je reconnais que parfois on se sentait un peu en limite de ses forces. C'était une grande école d'humilité. Témoignage de M. Bruno de la Maisonneuve, officier de marine, recueilli par Chloé Duvivier dans le cadre d'une thèse financée par le ministère des Armées. Deuxième classe, Pierre Andreu, 8e régiment de Spahis algérien. Deuxième classe, Kadour Arbouch, 7e régiment de tirailleurs algériens. Gendarme, Lardal Beljouji, brigade de gendarmerie de Monsoura. Gendarme, Miloud Benata, 10e légende de gendarmerie mobile. Deuxième classe, Christian Cazorla, 29e bataillon de tirailleurs algériens. Sergent, Abdallah Chebat, 7e régiment de tirailleurs algériens. Deuxième classe, René Terkoutex, 23e régiment d'infanterie. Deuxième classe, Messaoud Terboudoua, 7e régiment de tirailleurs algériens. Deuxième classe, Marius Frappier, 1er régiment de chasseurs parachutistes. Légionnaire, Raphaël Gallego Ramos, 4e compagnie saharienne portée de légions étrangères. Lieutenant, Mohamed Amiani, 6e régiment de tirailleurs. Et deuxième classe, Michel Avot, 23e régiment d'infanterie. Allocution de Madame Patricia Mirales, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Bravo. Monsieur le préfet, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le maire de Port-Vendre, Monsieur le conseiller régional représentant la présidente du conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la directrice générale de l'ONAC VG, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil des armées, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations du monde combattant, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs et chère jeunesse, il y a désormais 20 ans que chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats de Tunisie et du Maroc, y compris à ceux qui sont tombés après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, car l'élan meurtrier
L'élan meurtrier de la guerre ne s'est pas arrêté ce jour-là. La République rend hommage aux plus de 23 000 hommes, 23 000 morts pour la France. Elle rend aussi hommage à tous ceux aussi qui ont combattu, aux presque 1,5 million d'hommes envoyés se battre en son nom entre 1954 et 1962. Nous disons ainsi à tous ceux qui étaient leurs proches que la nation ne les oublie pas, qu'elle n'oublie ni le sacrifice de ceux qui ne sont pas revenus, ni la peine de ceux qui restent. À partir de 1954, une nouvelle génération connaissait une nouvelle guerre qui, si elle n'en portait pas encore le nom, a durablement imprimé sa marque sur une époque et fracturé nos sociétés des deux côtés des rives de la Méditerranée. Dans l'espérance collective d'une société promise au progrès étourdissant des 30 glorieuses, des destins individuels se brisaient. Ceux des hommes et des femmes qui sont morts en Afrique du Nord, sur ce sol étranger pour certains, ou familier pour d'autres. Nous nous rappelons que ces jeunes gens appelés du contingent, qui ont fêté leurs 20 ans dans les casernes d'Oran, en patrouille dans les Aurès, ou sur la poussière d'une piste, quelque part en Kabylie, de ceux plus âgés, qui avaient été des combats contre l'occupant nazi ou qui s'étaient engagés en Indochine, de ceux qui avaient grandi dans les villes ou dans les exploitations agricoles du nord de la métropole ou du Constantinois. Nous nous rappelons aussi des harkis et des autres membres des formations supplétives qui, après avoir payé un lourd tribut au conflit, ont vécu avec leur famille une histoire douloureuse, tissée d'abandon et d'oubli. Après la guerre, ils ont découvert la France sur les quais des ports où ils ont débarqué. Puis, trop rapidement, ils ne l'ont plus connue que dans ces camps, pendant trop longtemps. Nous nous rappelons également toutes les victimes des attentats et des exactions qui ont eu lieu avant comme après les accords du cessez-le-feu. Et bien sûr, nous pensons à tous ceux qui ont disparu, engloutis dans la déchirure béante ouverte par la guerre. Ils étaient mères, commerçants ou agriculteurs, institutrices ou professeurs. Il reste d'eux le souvenir inscrit dans la mémoire des vivants, celui d'un avenir fauché, d'un amour disparu, d'une espérance éteinte. Parmi les disparus, nous n'oublions pas les militaires. Ils sont nombreux, partis en mission à ne jamais en être revenus, comme aspirés par la nuit ou le désert. Les noms des 652 d'entre eux sont gravés en lettres d'or sur le monument qui nous entoure. Je l'ai inauguré l'année dernière, le 30 août, à l'invitation de l'association Soldis Algérie, qui a porté le projet et que je remercie une fois encore pour son action au long cours en faveur de la sauvegarde de la mémoire des militaires disparus en Algérie. Il y a eu, en cette journée d'été, une émotion très forte que j'aimerais rappeler. Cette émotion, elle tenait au statut des soldats qui sont honorés ici, à l'incertitude même qui entoure le statut du disparu, à l'espoir de l'attente, un espoir sans avenir que seul le temps, laborieusement, érode puis efface à jamais, au deuil impossible
mais qui s'impose finalement, aux questions qui restent sans réponse. Alors, à défaut de pouvoir apporter les réponses qui réconfortent, ce monument, ces pierres et ces lettres préservent le souvenir des disparus. Il y a un hommage qui ne prend jamais fin, un mémorial éloquent du souvenir qui persiste et de la reconnaissance des sacrifices passés. Toutes et tous sont morts en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sur ce sol qu'ils connaissaient ou qu'ils ont découvert, dans l'aube blême des combats, dans la journée accablée d'un soleil qui pesait sur la terre ou dans la nuit d'une embuscade, le 26 mars ou le 5 juillet 1962, à une date figée dans la mémoire collective ou bien à une autre oubliée, sauf de leurs proches. Et puis, les combats prenant fin, il y a les souffrances d'un million de rapatriés. Pour eux, après la déchirure, c'est le déchirement du déracinement, de l'exode, de l'exil pétri du souvenir d'une première vie effacée. Il n'est pas un rapatrié qui ne se souvienne pas des odeurs et des couleurs de l'Algérie, de la maison des parents, du commerce où l'on avait ses habitudes, du voisin avec lequel on s'amusait, de l'école du village ou du quartier dans laquelle, sur le bois poli des chaises d'écoliers, se réunissaient des Arabes, des Berbères et des Européens, des chrétiens, des musulmans et des Juifs. Les rapatriés ont tout partagé, leur quotidien avec ces populations, même si la République ne les avait pas reconnus égaux. Ils étaient tous profondément attachés à cette terre qui les avait accueillis et nourris. Ils régnaient, pas toujours ni partout, mais souvent, une atmosphère laborieuse et paisible qui laissait penser à la possibilité d'une vie en harmonie entre les hommes et les communautés. Ils sont nombreux à avoir débarqué ici, à Port-Vendre, dans ce port depuis lequel, 8 ans durant, les soldats s'engageaient dans le chemin inverse. Ils sont arrivés à bord de l'El Mansour, de l'El Djezaïr, du Manuel Campo et de bien d'autres bateaux à vapeur ou petits chalutiers. Ils se sont installés dans toute la région, au Moulin à Vent, à Nice, à Montpellier, à Avignon. Lorsqu'ils trouvent un toit, souvent avec difficulté, souvent dans de vastes ensembles construits dans l'urgence et l'empressement, il leur faut alors bâtir une nouvelle vie dans laquelle, malgré les années et les efforts, la nostalgie, cette douleur qui revient, comme l'avaient bien compris les Grecs qui inventèrent le mot, s'immisce malicieusement en silence. Aucun n'a jamais oublié la terre de son enfance. Ses souvenirs, ce sont les leurs. Ils leur appartiennent. Et j'insiste sur le fait que rien, ni personne, aucun anachronisme, ni jugement rétrospectif n'est en droit de le leur ôter. Il y a désormais 20 ans que, chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Hommage tardif, voulu par le président de la République qui connaissait le prix de cette guerre. Le monument du Quai Branly, qu'il inaugura il y a 21 ans, est devenu le mémorial de toutes les mémoires nationales qui s'y rapportent. Aujourd'hui encore, plus de 61 ans après la fin du conflit, l'héritage de la guerre d'Algérie est marqué des souffrances qu'elle a créées comme des passions qu'elle suscite. Il reste
des blessures encore lancinantes, sous des cicatrices difficilement refermées. L'année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie a permis des avancées dans l'apaisement des mémoires partagées. Comme l'a rappelé le président de la République, c'est un chemin que nous devons continuer de parcourir. Et pour cela, il nous faut regarder l'histoire en face et servir la vérité sans rien effacer ni rien oublier. Il y a avec nous aujourd'hui plusieurs jeunes, des adolescents. Je tiens à saluer leur présence, car sans eux, cette cérémonie ne serait pas tout à fait la même. Nos gestes n'auraient pas la même grandeur, ni nos mots la même valeur. Eux n'ont pas connu la guerre d'Algérie. Ils ne portent ni marque, ni stigmate. Je l'ai dit le 19 mars, et je le répète aujourd'hui, car notre mission reste la même. Nous avons l'obligation de léguer à notre jeunesse une mémoire qui ne soit pas la réplique des souffrances d'hier, ces souffrances qu'un médecin nommerait chroniques et un poète lancinantes, deux façons de dire qu'elles durent encore aujourd'hui. Nous devons leur transmettre la mémoire, dans son extrême complexité, mais sans transmettre les passions malignes d'alors. Chercher l'apaisement des mémoires, des consciences et des peuples, cela veut dire ne pas entretenir des antagonismes. Chercher l'apaisement, c'est accepter de regarder l'histoire en face, sans ingénuité, sans sincérité, avec sincérité et honnêteté. C'est donc reconnaître que les victimes de la guerre d'Algérie sont honorées le 19 mars, le 25 septembre et le 5 décembre. Aucune de ces commémorations n'est plus légitime et plus importante qu'une autre. Aucune ne sera effacée, car ce serait rouvrir des plaies que nous avons mis tant de temps à panser. La guerre d'Algérie croise les destins des hommes et des nations. Elle enchevêtre les drames individuels et collectifs. Son histoire est complexe. Sa mémoire est plurielle. Ces 3 journées l'expriment. 3 journées pour une même guerre. 3 journées qui disent que certaines mémoires sont encore vives et que nous devons inlassablement continuer à les apaiser. Vive la République et vive la France. Repos. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Gerbes déposées par l'association Soldis, le Souvenir français, l'Union nationale des combattants, la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, et par le Comité d'entente et de coordination des associations d'anciens combattants, victimes de guerre et patriotiques des Pyrénées-Orientales. Piquet d'honneur. Garde à vous.
Gerbe déposée par M. Grégory Marty, maire de Port-Vendre. Gerbe déposée par Madame Hermine Malherbe, présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Gerbe déposée par M. Julien Baraille, conseiller régional, pour Mme Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Gerbe déposée par Mme Michèle Martinez, députée des Pyrénées-Orientales. Gerbe déposée par M. Jean Sol, sénateur des Pyrénées-Orientales, pour M. Gérard Larcher, président du Sénat. Gerbe déposée par Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, accompagnée de 2 élèves scolarisés en classe défense au collège Côte-Vermeille de Port-Vendre.
Présentez. Oh! Moment! Enfants de la patrie, le jour de paraît arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Reposez. Oh! Oh. Les autorités vont maintenant saluer les porte-drapeaux et l'assistance.